c'est parti pour la deuxième partie de Smart Bourse où nous allons tenter de comprendre ensemble les dynamiques des matières premières, du cours d'un certain nombre de matières premières avec Benjamin Louvet. Bonjour Benjamin Louvet. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur de la gestion matières premières chez Ophi Invest AM. On voit un certain nombre de matières premières, du cours, du prix des matières premières reculer depuis environ un mois. On le voit effectivement avec le palladium, on le voit avec le zinc, on le voit avec le cuivre. On voit également que l'or ou l'argent dans des proportions plus modérées suivent la même tendance. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce recul sur les matières premières depuis un mois? Qu'est-ce qui s'est passé mi-janvier, Benjamin Louvet? Alors, on va déjà dissocier deux choses, parce qu'il y a deux parties très différentes. Il y a d'abord les énergies, donc le pétrole et le gaz, qui ont connu une stabilisation, voire un léger recul, effectivement, pour plusieurs facteurs. D'abord, on constate, malgré tout, que le pétrole russe a changé de destination, mais continue à arriver sur le marché. Et donc, on a toujours un approvisionnement en pétrole qui est assuré et qui fait qu'on n'a pas trop de contraintes, sachant que dans le même temps, on a eu des éléments plutôt positifs, et notamment des facteurs météo très importants, avec un hiver très doux, notamment en Europe, qui fait que les stocks de gaz qu'on avait remplis avec beaucoup de difficultés, étant donné qu'on avait eu une interruption progressive des approvisionnements en provenance de la Russie, qui représente 40% du gaz européen, on a ces stocks finalement qui sont assez élevés. Alors malgré tout, on a une fin d'hiver quand même un petit peu plus complexe. Et par exemple en France, on commençait à évoquer le fait qu'on pourrait finir l'hiver avec un stock rempli à 60%, voire un peu plus. Aujourd'hui, on parle plutôt de 50-51%. C'est très important parce que ça veut dire qu'à court terme, les choses s'arrangent et donc le prix du gaz baisse. Mais ça veut dire aussi que si les stocks sont plus vides, l'hiver prochain va arriver, les questions vont se reposer de façon très critique parce que ce qui va être important en fait, ce sont deux choses. La première, c'est est-ce que la Chine redémarre? Si la Chine redémarre vraiment, on va avoir une contrainte sur la production énergétique globale qui va être compliquée à gérer parce que l'année dernière, on a bénéficié de ce ralentissement chinois qui a permis de récupérer une partie du gaz naturel liquéfié qui normalement partait vers la Chine. Si la Chine rouvre, il va y avoir une bataille pour ce gaz naturel liquéfié et donc probablement des cours qui pourraient se tendre très vite et très fort parce que rappelons que l'année dernière, on avait bénéficié d'un flux qui continuait à arriver de Russie qui s'est interrompu progressivement. Maintenant, on n'a plus de flux. Donc il faut travailler avec ce stock plus le gaz naturel liquéfié, parce qu'on ne construit pas des tuyaux pour ramener du gaz d'autre part, comme ça, du jour au lendemain. Donc ça va être relativement compliqué. Sur le pétrole... Donc si je vous suis juste sur le gaz, parce qu'on entend souvent comme facteur explicatif potentiellement d'un optimisme sur les marchés actions, justement, cette idée que l'inquiétude sur les stocks de gaz est passée face à un hiver doux et à des stocks qui restent finalement assez conséquents aujourd'hui, mais ça ne fait que reporter l'inquiétude d'un an. Elle est passée pour le moment. L'Agence internationale de l'énergie l'avait dit bien avant le début de l'hiver, elle avait dit cet hiver va être difficile, l'hiver prochain sera encore plus dur. Parce qu'encore une fois, on a bénéficié d'un effet flux avec la Russie sur une partie de l'année 2022 et qu'on n'aura pas du tout cet effet flux sur l'année 2023 avec en plus un concurrent pour les achats de gaz qui pourrait revenir, c'est la Chine. Il y a un élément qui pourrait nous sauver un petit peu, c'est que le Japon et la Corée du Sud parlent de redémarrer des réacteurs nucléaires, ce qui pourrait abaisser un peu leurs besoins en gaz naturel liquéfié et détendre un petit peu le marché. Malgré tout, l'hiver prochain risque d'être très tendu. Donc à partir de la fin de l'été, on devrait commencer peut-être à voir les prix du gaz reprendre beaucoup de volatilité. Ça, c'est pour le gaz. Le pétrole. Sur le pétrole, c'est un peu différent parce que à très court terme, on a un ralentissement économique et on a une Chine qui n'a pas vraiment repris. Ça sera d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les métaux aussi souffrent aujourd'hui. Et donc à court terme, on a un peu moins de tension. Maintenant, on a plusieurs contraintes sur le pétrole. On a des contraintes au niveau des produits raffinés. La capacité à raffiner du pétrole est très contrainte. On n'a pas développé de capacité de raffinage dans les pays occidentaux depuis très longtemps. Bien sûr, donc c'est beaucoup situé en Chine et en Russie. Et ça va poser un problème. Donc on a déjà des contraintes sur le diesel et sur le jet fuel, donc le carburant pour l'aviation, parce que l'aviation est en train de redémarrer un peu partout. On est encore à peu près, je crois, une petite dizaine de pourcents en dessous les niveaux de 2019. Mais si ça continue à se redéployer, on va avoir un problème sur ces carburants. Et sur le pétrole, aujourd'hui, on est en léger surplus parce qu'on a ce ralentissement économique, parce que la Chine n'est pas encore repartie. Mais si la Chine repart, on est très vite dans une situation compliquée, en particulier si les États-Unis, comme pour l'instant les chiffres le laissent entendre, vont vers un soft landing, parce que ça veut dire qu'on a une croissance de la demande. Je vous rappelle que l'Agence internationale de l'énergie a publié ses chiffres fin de semaine dernière, et elle voit un nouveau pic de consommation de pétrole pour cette année.
en pleine transition énergétique, ça peut choquer, mais on devrait atteindre un nouveau record de consommation. Or, on a fait un manque d'investissement dans ce secteur-là depuis plusieurs années qu'on va payer. Donc, il nous faut trouver du pétrole qui est rapidement mobilisable. Et du pétrole rapidement mobilisable. L'année dernière, on a réussi à s'en sortir grâce à une partie des stocks stratégiques américains et d'un certain nombre d'autres pays, mais on ne pourra pas avoir recours à ça tous les ans. Donc il y a trois et on ne peut pas s'en passer encore aujourd'hui. Les infrastructures pour les énergies vertes ne sont pas prêtes. Cette année, on va atteindre un nouveau record de consommation de pétrole. C'est parce que les solutions de remplacement se développent. On accélère. On a encore accéléré l'année dernière sur le solaire, sur l'éolien, mais pas du tout à la vitesse nécessaire pour pouvoir se passer du pétrole. Et donc on a 3 zones. La première, c'est la Russie, mais ça, je pense qu'on a compris qu'il fallait s'en passer. La deuxième, ce sont les pétroles de schiste aux États-Unis. Mais là, les pétroliers de schiste ont été très clairs sur le message. Ils n'augmenteront pas leur production de plus de 3 à 5% par an pour diverses raisons. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais donc, c'est difficile de compter sur eux pour augmenter fortement la production. Le dernier endroit où on peut produire rapidement du pétrole, assez rapidement, ce sont les pays cœurs de l'OPEP. Donc l'Arabie Saoudite principalement, les Émirats Arabes Unis, le Koweït. Et là, il faut que le prix du pétrole soit élevé. Ils ont été très clairs. En novembre, je rappelle, quand l'OPEP a annoncé une baisse de sa production, elle a dit « tout a un prix, la sécurité énergétique a un prix ». Et ce prix, c'est, si vous voulez qu'on fasse les investissements nécessaires pour maintenir la production de pétrole ou l'augmenter pour faire face à nos besoins, c'est un prix élevé. Voilà. Donc là, on est sur quelque chose de particulier. Et donc, à très court terme, on a un soulagement sur les énergies, mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours trop rapidement. Il y a des gros challenges devant nous. Si la Chine repart, notamment, le patron de Saudi Aramco l'avait dit dans un article d'un journal anglais il y a quelques mois, si la Chine repart et que les États-Unis ne ralentissent pas, on ne sait pas comment on répond à l'accroissement de la demande que ça provoque. Donc voilà, ça c'est pour les énergies. Bien sûr. Si on vient sur les métaux connaissent une période assez compliquée. Alors ils ont beaucoup rebondi en fin d'année dernière. Sur 2 mois, on a repris pratiquement 20 ou 25% sur beaucoup de métaux, qui avaient beaucoup baissé avant. Et là, on a un essoufflement. Et en fait, cet essoufflement, il a quelque chose d'un peu étonnant, parce qu'on a l'ensemble des prix des métaux qui baissent, ce qui laisserait penser que la situation en Chine est tarde à repartir. Pour l'instant, c'est vrai que les chiffres ne le montrent pas, mais on a eu la semaine de congé annuel au moment de la nouvelle année, l'année lunaire, fin janvier. Donc ça a été un premier point. Et puis, deuxième chose, le relâchement de la politique zéro Covid a entraîné un pic épidémique sur la deuxième partie de janvier, début février. Et donc, forcément, les entreprises tournaient au ralenti. Donc, il va falloir voir une confirmation. Donc, dans cette logique-là, on peut comprendre éventuellement que le prix des métaux rebaisse un peu à court terme. Mais il y a un truc qui est un peu étonnant, c'est que ça ne colle pas avec ce qu'on voit sur les marchés actions. Parce qu'on a deux choses qui pourraient justifier... On évoquait effectivement les valeurs industrielles sur le DAX ou autres qui, elles, continuent à avoir une activité florissante. Il y a 2 choses qui pourraient justifier une baisse des métaux. C'est un départ raté, un redémarrage raté de la Chine, et puis une remontée peut-être plus forte que prévu des taux d'intérêt. Mais à ce moment-là, on devrait voir le marché actions corriger. Et ce n'est pas ce qu'on voit. D'autant qu'il y a un autre facteur qui est important, qu'on a commencé à voir cette année et qui pour moi est très important pour la suite, c'est qu'on parlait de la transition énergétique, il faut accélérer sur cette transition énergétique. On le fait dans le domaine du solaire. On a installé 130 gigawatts de solaire en 2020, 160 en 2021, 180 en 2022. Et l'AIE a dit qu'on pourrait arriver à 275 gigawatts installés par an en 2027. Donc on est vraiment sur une pente croissante. Et ça consomme des métaux. Et donc l'année dernière, par exemple, alors qu'on a eu ce ralentissement économique en Chine, qu'on a eu une économie pas très bien portante dans le reste du monde, la consommation de cuivre en Chine a augmenté. Parce que la croissance de la demande dans les activités, dans les technologies vertes, a été supérieure à la destruction de demande dans les autres activités. Donc la transition énergétique crée une résilience pour cette demande de métaux. Et donc on a fini l'année 2022 avec des stocks très bas. Mais alors pourquoi ils baissent aujourd'hui si effectivement la transition énergétique fait qu'on passe d'une demande à une autre ? C'est une question qu'on peut se poser à très court terme. Alors, les marchés de matières premières sont des marchés spot. Donc ça donne vraiment l'équilibre à un instant T entre l'offre et la demande. Pour l'instant, le ralentissement de la Chine peut justifier d'une baisse temporaire de la demande qui peut créer une inquiétude et donc pousser un certain nombre d'acteurs à sortir de ce marché. Mais si on regarde la tendance sur le long terme sur ces métaux, elle est très claire. Tous les organismes, la Banque mondiale, le FMI, l'Agence internationale de l'énergie, la Commission européenne, tous font des études et vous expliquent que sur les métaux, on va avoir des multiplications par 4, par 6, par 30 selon les métaux de la consommation d'ici 2030. Le CNRS vous dit que d'ici les 30 prochaines années, on va devoir extraire de la croûte terrestre autant de métaux que depuis le début de l'histoire de l'humanité. Et il y a 0 projet de nouvelles mines, enfin très peu de projets de nouvelles mines dans les tuyaux, par exemple sur le cuivre. Les derniers gros projets sont attendus cette année. La demande de cuivre va croître énormément avec la transition énergétique. Et donc nous, on dit c'est un marché qui est intéressant de regarder aujourd'hui parce que c'est peut-être des niveaux
de faiblesse qui sont liées à une situation conjoncturelle très particulière, sauf à croire que la Chine ne redémarre pas, et qui peuvent constituer des bons points d'entrée pour des marchés comme cela. Là, on a beaucoup évoqué la demande, mais en matière d'offres, justement, vous le disiez, on a une offre qui ne croît pas aujourd'hui sur des métaux industriels. Oui, bien sûr. Et on va prendre un autre exemple. On va se rapprocher des métaux précieux. Le platine et le palladium, qui sont des métaux précieux très utiles dans l'industrie, notamment dans l'industrie automobile, pour faire des pots catalytiques. L'industrie automobile a beaucoup souffert ces dernières années, et donc le prix de ces métaux a été sous les dégoirs pendant un moment. Le palladium s'en était bien sorti, il a fait un nouveau plus haut historique l'année dernière, parce qu'il y a une grosse production en Russie, donc on a craint à un moment de ne pas avoir d'approvisionnement. Mais aujourd'hui, quand on regarde, une grosse partie de la production de platine, 80% de la production de platine vient d'Afrique du Sud, 40% de la production de palladium. L'Afrique du Sud a un EDF local, Eskom, qui est dans une situation catastrophique avec des installations très vieillissantes, et j'allais dire exsangues, et donc la production électrique de ce pays est soumise à un gros aléa. L'année dernière, on a eu 205 jours où il y a eu des coupures d'électricité en Afrique du Sud. Certains jours, on a eu jusqu'à 10 heures de coupure. Les mines, notamment les mines de platine, sont des mines très profondes. Et donc, il y a besoin d'électricité pour la climatisation et pour l'aération. Vous n'envoyez pas des gens à 1000 mètres sous terre si vous n'êtes pas certain qu'il va y avoir de l'électricité tout le temps. Et donc, on a eu une baisse de production. Donc, Anglo American Platinum, qui est le plus gros producteur de platine au monde, a indiqué qu'il attendait une baisse de production de 10% pour cette année, l'année prochaine et l'année 2025 sur le platine et sur le palladium dans ces mines en Afrique du Sud. Certains évoquent déjà un chiffre de 20%. Et Anglo American Platinum a publié ces chiffres la semaine dernière et dit que pour eux, cette année, on aura un léger redémarrage du secteur automobile, et avec toutes ces contraintes, on devrait voir le marché du platine, le marché du palladium et le marché du rhodium en déficit en 2023, ce qui plaide plutôt pour un beau rebond du cours de ces matières premières, surtout si on considère que certaines, comme le platine, ont trouvé une nouvelle utilité. C'est l'hydrogène. Pour faire de l'hydrogène vert, il faut du platine dans les électrolyseurs et dans les piles à combustible. Et ça crée une nouvelle demande très forte et exponentielle dans les années qui viennent. Si j'écoute ce que vous me dites, Benjamin Louvet, il y a une dichotomie entre ce qu'interprètent les marchés actions aujourd'hui et ce qu'on voit sur les marchés matières premières. Les marchés actions devraient anticiper justement une complexité supplémentaire d'approvisionnement vis-à-vis des matières premières. Oui, alors mais le marché a toujours tendance à regarder le côté demande et pas tellement le côté offre, qui prend en compte dans un deuxième temps. Mais là, en fait, on a l'impression que les marchés actions ne prennent pas en compte les déclarations de la Fed. Le Don't Fight the Fed a disparu, qui dit on va continuer à remonter les taux, il faut qu'on ramène l'inflation sous les 2%. Et puis les marchés de matières premières qui, eux, partent du principe que, a priori, ces taux vont plutôt remonter, et puis que de l'autre côté, la Chine tarde peut-être un peu à redémarrer. Donc on a une dichotomie d'analyse qui nous semble peu pertinente, et j'ai tendance à penser que, à un moment donné, on va avoir une régularisation. Donc il y a un des deux marchés qui se trompe. Il y a un des deux marchés qui se trompe, manifestement. Alors, il y a des questions conjoncturelles qui peuvent justifier quand même une petite baisse des marchés de métaux, mais cette baisse, elle ne devrait pas être aussi forte que ça. Alors, on sait que sur ces marchés, il peut y avoir un peu plus de volatilité parce qu'ils sont un peu moins profonds que les marchés actions. Mais clairement, il y a une dichotomie qui est difficilement explicable, d'autant plus, je vous le disais, qu'on a cette résilience de la demande de métaux qui est justifiée par cette transition énergétique. Encore une fois, l'année dernière, sur le cuivre, la demande de cuivre en Chine a augmenté, mais aussi en Europe, mais aussi aux États-Unis, malgré la situation économique qu'on connaissait. Donc ça, c'est plutôt un facteur qui est très positif pour ces marchés. Et j'aurais plutôt tendance à penser que, je ne sais pas trop ce qui va se passer sur les marchés actions, c'est pas trop mon domaine, mais qu'effectivement, les marchés de métaux ont peut-être surréagi pour l'instant, sauf à considérer qu'effectivement, la Chine reste dans une situation très compliquée pour plusieurs mois. Merci beaucoup Benjamin Louvet d'être venu dans Smart Bourse à la mi-journée. Je rappelle que vous êtes directeur de la gestion matières premières chez Ophi Invest AM. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis, d'avoir suivi donc Smart Bourse à la mi-journée. Je vous invite à retrouver le replay de l'émission sur bismart.fr et ainsi qu'à retrouver le podcast de l'émission sur toutes les plateformes de podcast. Et on se retrouve ce soir à 17h.